Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse sur une entreprise cotée en bourse. Donc aujourd'hui, on va ensemble analyser l'action Reply. Donc c'est une société italienne cotée à la bourse de Milan et qui opère dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Donc je le rappelle, la structure de cette vidéo, elle est assez classique. Dans un premier temps, je vais analyser l'entreprise de manière stratégique. Toute la stratégie de l'entreprise, c'est une analyse stratégique, le business model, les secteurs d'activité, etc. Ensuite, je vais faire une analyse financière, tout simplement. Je vais analyser les différents éléments financiers de la société. Et enfin, juste avant de conclure à la fin, je vais quand même vous donner quelques perspectives d'avenir de l'entreprise. Et enfin, je vais conclure en vous donnant ma propre recommandation personnelle. Est-ce que oui ou non je recommande l'achat de l'action Reply? Est-ce que oui ou non j'en ai en portefeuille? Et est-ce que je compte en acheter si ce n'est pas le cas? Et pourquoi? Donc, sans plus tarder, Reply, autopsie d'entreprise. Alors, Reply, c'est une société par action italienne qui est cotée à la bourse de Milan, à la Borsa Italiana. Donc, c'est un acteur du secteur des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication. Société qui a été fondée en 1996 et qui est spécialisée dans trois branches d'activités différentes, qui sont le conseil, d'une part, l'intégration de systèmes d'autre part, et enfin les services digitaux. Donc, le secteur d'activité des TIC, des logiciels, des services IT, bon, c'est peut-être un petit peu abstrait, peut-être un peu obscur, mais rassurez-vous, d'ici quelques minutes, je vais vous expliquer plus en détail ce que fait la société et vous allez beaucoup mieux comprendre. Donc, pardon. Donc, la clientèle de l'entreprise. Alors, il faut savoir que l'entreprise, elle opère exclusivement en B2B, c'est-à-dire en business to business. La clientèle, c'est la suivante. Donc, tout d'abord, on retrouve l'industrie au sens large, que ce soit l'industrie automobile, l'industrie aéronautique ou tout type d'autres industries, donc au sens large. Ensuite, on trouve les services financiers, donc les institutions bancaires et financières. Ensuite, le secteur des télécoms, le secteur de la distribution, les médias, le secteur de l'énergie, ainsi que le secteur de la santé. Voilà pour les principaux secteurs ciblés par l'entreprise Reply. Ensuite, la concurrence directe, la concurrence frontale de l'entreprise, elle est majoritairement constituée, donc là je parle plutôt sur un plan international globalement, elle est constituée de quatre sociétés que sont IBM, donc une très grande entreprise américaine. Ensuite, Accenture, ou Accenture, je ne sais pas comment on prononce, mais Accenture. Capgemini et Atos. Ces deux dernières étant des entreprises françaises. Donc, Reply dispose d'un certain nombre d'avantages concurrentiels qui lui confèrent une certaine résilience, comme on va le voir par la suite au niveau des cours boursiers, etc. Mais il y a certains avantages concurrentiels qu'on peut accorder à cette société. Premièrement, il faut savoir que le secteur des technologies, de l'information, de la communication, c'est un secteur très fragmenté. Et Reply a une position de leader sur certains segments de ce marché très fragmenté. Ensuite, à l'instar de différentes sociétés très intéressantes et très bien gérées comme Hermès International ou comme Dassault Systèmes, Reply dispose d'une totale indépendance en termes de gouvernance d'entreprise, puisque les fondateurs de l'entreprise qui sont à la gouvernance. Donc c'est un très bon point. En général, les entreprises familiales sont mieux gérées, enfin, sont très bien gérées en tout cas. Ensuite, également, Reply dispose d'un très large portefeuille de services qui sont concentrés sur les nouvelles applications numériques et en particulier le cloud. Donc je vais en reparler juste après, mais le cloud, c'est vrai, c'est un marché très porteur. Également le big data et l'IoT. Donc l'IoT, si vous ne savez pas ce que c'est l'Internet of Things, Internet des objets. Également, Reply, et ça c'est quand même une force, a noué des partenariats très stratégiques avec des gens du web. Donc typiquement avec Google, Microsoft, SAP, donc société allemande, Oracle et Adobe. Bien d'autres encore, mais ce sont les 5 principaux mastodontes du web, on va dire, avec qui Reply a noué des partenariats stratégiques. Et enfin, Reply dispose d'une présence internationale, donc bien que la plupart des grandes sociétés du secteur sont
internationalisé, ça reste un avantage concurrentiel. Ensuite, pour quelques éléments un peu plus techniques, disons, concernant l'action Reply, sachez que son ticker, c'est REY. Son code EASY ou Mémonique, c'est le suivant. Voilà. Le cours boursier, à l'heure et au moment où je tourne cette vidéo, donc le dimanche 5 janvier 2020, le cours boursier de l'action est à 68,75 €. La capitalisation boursière à 2,6 milliards d'euros. L'éligibilité au PEA. Donc Reply, c'est une société italienne. Alors, est-ce que dans un plan d'épargne en action, dans un PEA, on peut loger une société italienne? Alors oui, puisqu'on peut loger des sociétés européennes globalement dans un PEA, sauf les entreprises anglo-saxonnes depuis le 31 mars 2019, en raison du Brexit. Mais oui, vous pouvez loger cette entreprise dans un PEA, mais attention, cela dépend de votre intermédiaire financier, c'est-à-dire l'intermédiaire auprès de qui vous avez ouvert votre PEA. C'est, banque en ligne, banque ou courtier, peu importe. Puisque selon l'intermédiaire, vous aurez accès ou non à différents marchés boursiers. Et certains intermédiaires ne proposent malheureusement pas l'accès au marché italien. Bien que ça soit assez exceptionnel, il faut y faire attention. Ensuite, en ce qui concerne le secteur maintenant, le secteur des technologies de l'information et de la communication. Le secteur des TIC, il est caractérisé par 4 caractéristiques principales. Premièrement, il faut savoir que c'est un marché qui est immense et en croissance. Globalement, le marché des services numériques, il pèse mondialement à peu près 1000 milliards d'euros en 2019. Donc avec l'Amérique du Nord en tête, talonné de près par l'Europe de l'Ouest, et à l'avenir par l'Asie du Sud-Est, en particulier par la Chine. Ensuite, et je précise aussi, c'est un marché qui est en croissance. Ensuite, c'est un marché qui est fragmenté, je l'ai déjà plus ou moins évoqué précédemment, mais le secteur des services numériques est très fragmenté et on retrouve énormément une multitude de segments de marché au sein de ce secteur. Par exemple, dans le conseil, dans l'édition de logiciels, dans l'ingénierie informatique ou bien encore dans l'infogérance. Troisième caractéristique sectorielle, c'est un marché qui est évolutif. Alors, je m'explique. Je recontextualise les choses. Aujourd'hui, on vit à l'ère du digital. Typiquement, l'ère industrielle, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est l'ère du numérique, du digital. Si vous êtes jeune, adulte comme moi, vous faites partie de la génération Z. Si vous avez la quarantaine, la cinquantaine, vous faites encore partie de la génération Y, c'est-à-dire celle qui n'a pas encore vécu avec le digital. Mais nous, si vous êtes né, en tout cas après 97, faites partie de la génération Z qui a vécu à l'ère du digital, qui connaît le digital, qui utilise quotidiennement les technologies digitales. Et cette génération entre progressivement sur le marché du travail actuellement. Et les entreprises s'adaptent finalement au fonctionnement de ses salariés et aux évolutions conjoncturelles du monde, tout simplement. Et cette génération-là qui entre sur le marché du travail et qui a toujours vécu avec les outils digitaux, eh bien, entre dans les entreprises avec toute cette connaissance et avec ce mode de fonctionnement, les entreprises s'y adaptent progressivement. Pour l'anecdote, il y a une vingtaine d'années, l'essentiel des commandes qui étaient passées au sein des entreprises, donc commerciales, étaient centralisées au niveau du service informatique. Aujourd'hui, avec cette mouvance et avec la digitalisation du monde, il y a eu un décloisonnement finalement et l'essentiel des commandes maintenant était réalisé en fait au sein de l'intégralité des services des sociétés, que ce soit au niveau des ventes ou des achats ou du marketing. D'où aussi l'expansion de ce secteur d'activité assez particulier et qui est en croissance. Et enfin, dernière caractéristique sectorielle majeure, le secteur des services numériques est en pleine expansion et la digitalisation du monde s'impose aux entreprises et celles-ci convergent progressivement et de plus en plus rapidement vers la transition au numérique et en particulier vers le cloud. Sachez une chose, c'est que le taux de croissance mondial du cloud depuis 2015, il est de 20% par an et la tendance se poursuit actuellement. C'est considérable. Ensuite, maintenant, Reply. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Reply, c'est une société qui a trois
DAS, 3 domaines d'activité stratégiques, on va dire. 3 branches d'activité tertiaires. Donc, à droite de l'écran, je vous montre, la répartition du chiffre d'affaires par branche d'activité, pour illustrer un peu les propos que je vais évoquer, donc maintenant. Donc la première branche d'activité, c'est le pôle technologie, qui constitue la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le second, c'est le pôle des solutions et applications, donc les solutions applicatives, un tiers du chiffre d'affaires. Et le reste, c'est le pôle conseil. Je précise que le pôle conseil est la branche d'activité qui se développe le plus au sein de l'entreprise Reply. Et a priori, pour 2020, le pôle conseil va prendre beaucoup plus d'importance en termes de chiffre d'affaires et va représenter presque 50% du chiffre d'affaires d'après l'entreprise. Un peu au détriment du pôle technologie et surtout, enfin à peu près du pôle technologie et du pôle solutions applicatives de manière à peu près équivalente. Donc ces 3 branches d'activité, quelles sont-elles? Premier pôle, pôle technologie. Tout ce qui est intégré à ce pôle concerne des prestations très spécifiques. Je rappelle qu'on opère en B2B, donc Reply, c'est une entreprise qui offre des services à d'autres entreprises, donc c'est souvent très spécifique. Donc ce sont des prestations spécifiques de services, notamment en termes de cybersécurité, de services cloud sécurisés, de stockage de données informatiques et de création d'interfaces web sur mesure. Donc ça va au-delà des sites web, c'est vraiment des interfaces web sur mesure en fonction de cahiers des charges très précis. Ensuite, deuxième pôle, solution applicative, qui est plus ou moins apparenté au second, mais avec certaines différences. Donc, il s'agit de la conception et de l'implémentation de solutions applicatives spécifiques, de l'intégration de systèmes et de services digitaux, de création et d'implémentation de solutions de CRM, donc c'est les solutions de gestion de la relation client, et de solutions de paiement. Donc, au-delà disons des services comme le premier pôle, on est plus dans la conception et l'implémentation, même si les deux pôles peuvent être assimilés à un même domaine d'activité stratégique. Et enfin, le pôle conseil est assez radicalement différent, bien que disposant de beaucoup de synergies avec les deux premiers. Ce pôle conseil, donc, c'est tout simplement une branche d'activité qui concerne les services de conseil aux entreprises à destination de différents départements, aussi bien du marketing, de la vente, des achats, des ressources humaines, etc., au regard des services qui sont proposés et implémentés par l'entreprise. Et au-delà de tout ça, l'entreprise réalise à travers ce pôle conseil également du consulting en gestion des risques notamment, et du conseil de manière générale. Et c'est sur cette branche d'activité que l'entreprise se développe le plus au sein de Reply. Alors ensuite, quelques données. Donc, en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, l'actionnariat est stable depuis toujours, depuis 96, hein, depuis la création. L'entreprise est toujours gouvernée par les membres fondateurs. Donc, la structure actionnariale, alors, il y a 2 composantes. D'abord, la holding Alika SRL, qui constitue presque la moitié du capital, qui est ni plus ni moins que la holding constituée par les membres fondateurs de Reply, donc ceux qui gouvernent l'entreprise. Et le reste du capital est largement atomisé entre investisseurs institutionnels et individuels, pour un peu plus de la moitié du capital. Sachez qu'il n'y a pas un seul actionnaire, hormis la holding, qui dispose de plus de 4% du capital de l'entreprise actuellement. Donc, disons que la gouvernance d'entreprise est très largement protégée aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose pour le développement et le déploiement de la stratégie d'entreprise que je vais détailler un peu après mon analyse financière pour pas surcharger la première partie de cette vidéo. Ensuite, l'entreprise dispose également de filiales, donc principalement des petites entreprises, des TIC, technologies d'information et de la communication, qui sont très ciblées puisqu'elles sont des entreprises généralement appartenant au segment de marché que cible l'entreprise, qui ont été acquises par des opérations de croissance externe, à savoir donc d'acquisition. Et en ce qui concerne la dimension internationale de l'entreprise, il faut comprendre une chose, c'est que l'entreprise est présente de manière active dans une douzaine de pays en Europe et en Amérique du Nord. En Europe, principalement en Benelux, donc surtout l'Europe de l'Ouest.
Et d'ailleurs, je l'ai écrit juste en dessous. En termes de chiffre d'affaires, l'Europe de l'Ouest, c'est 42% de chiffre d'affaires, les États-Unis, 37%, et le reste du chiffre d'affaires, 21%, constitué d'autres pays, dont la Chine. Et je précise dont Chine entre parenthèses, car dans les autres pays, c'est la Chine qui contribue le plus au restant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. D'ailleurs, une des stratégies, un des axes stratégiques, des orientations stratégiques de l'entreprise pour les années à venir, c'est de pénétrer davantage le marché asiatique et a fortiori le marché chinois en forte croissance. Donc, Reply. Quel type d'action est-ce? Qu'est-ce que c'est comme action? Qu'est-ce que c'est comme valeur? Donc, Reply, c'est une valeur de croissance, très clairement. Je vais vous le montrer juste après. Il y aura encore une slide après celle-ci, et après, je vous montre toutes les finances d'entreprise, notamment le cours boursier, l'évolution de celui-ci, et un graphique comparatif sectoriel. Donc, c'est une valeur de croissance. La croissance annuelle des bénéfices est largement, elle est vraiment très élevée, puisque depuis 2015, elle est de presque 15% par an. Elle était de presque autant d'ailleurs depuis 2010. C'est une valeur ensuite qui est très peu cyclique, donc qui est très résiliente, à savoir qui est assez peu corrélée à la conjoncture économique et assez peu, je dirais, vulnérable aux crises économiques, puisque enfin moi je l'ai vérifié, mais l'entreprise a montré une forte résilience lors de la crise de 2008, la crise des subprimes. Donc voilà. Pardon, je suis désolé, j'ai la gorge un peu enrouée. Et enfin, en termes de politique de dividendes, sachez que ça peut paraître paradoxal, mais pour une entreprise, je m'explique, Reply, c'est une entreprise de croissance. Les entreprises de croissance ont besoin d'investir massivement dans leur développement et leur croissance. Donc elles ont en général, peu d'argent à redistribuer aux actionnaires et réinvestissent tous dans leur croissance. Contrairement aux entreprises en secteur de maturité, qui n'ont plus besoin de financer énormément leur croissance, qui peuvent se permettre de rétribuer leurs actionnaires avec des dividendes gracieux. Bien là, paradoxalement, Reply, c'est une entreprise de croissance qui connaît une forte croissance, qui investit massivement dans des opérations de croissance externe, donc des acquisitions, et qui pourtant rétribue un dividende. Et en plus de ça, ce dividende, il est en tendance haussière depuis plus de 10 ans et il n'a subi aucune baisse pendant les périodes d'instabilité ou les périodes de crise, notamment en 2008. Donc c'est quand même un très bon point. Ça montre que la société peut rétribuer ses actionnaires avec des dividendes qui sont en tendance haussière année après année, tout en investissant dans sa croissance externe et dans son développement. Et en plus de ça, mais je vais vous le montrer après, la société a une trésorerie positive et qui augmente en plus, en tendance haussière. Donc, alors, il faut relativiser les choses. Le dividende est en tendance haussière depuis plus d'une décennie, mais le ratio de versement de dividendes moyen sur les 10 dernières années, il est très faible, puisqu'il est compris entre 16 et il oscille globalement entre 16 et 17% chaque année. Mais tant mieux, puisque ça montre que la société sait suivre une politique de dividende actionnariale cohérente et crédible, tout en contrôlant sa gestion financière. Et ensuite, le taux de croissance du dividende depuis 10 ans est assez explosif, on peut dire, puisqu'il est de presque 16% par an, en fait. Il est de 15,5% par an. Et finalement, il suit à peu près la croissance des bénéfices et la croissance, tout simplement, enfin, la performance boursière de l'entreprise. Donc, globalement, je vous explique rapidement cette slide et ensuite, je vous prie de m'excuser, je passe à de l'analyse sur Internet. Donc, bon, je le rappelle, ticker et code d'ISIN de la société, voilà. Alors, le capital flottant de la société, c'est 50%, c'est à peu près la moitié. Le PER, donc le Price Earning Ratio, il est de 24,2. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous achetez l'action Reply, vous allez la payer 24,2 fois les bénéfices, ce qui est assez élevé sectoriellement, mais aussi en comparaison par rapport à son PER moyen sur les 10 dernières années qui était de 13,4 fois. 13,4 fois. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, en moyenne, vous payiez l'action 13,4 fois les bénéfices. Aujourd'hui, c'est quand même presque le double. Donc, mécaniquement, le rendement est assez faible, puisque déjà le taux de distribution est compris entre 16 et 17%.
le payout ratio, comme on dit en anglais, et en plus le PR est élevé. Mais peu importe, le rendement est faible. La marge d'exploitation de l'entreprise est assez intéressante puisqu'elle est supérieure à 10%, elle est à 13%. La marge nette est à 9,2%. Ensuite, le RE, donc c'est la rentabilité des capitaux propres. Return on equity en anglais. Elle est de 20,5%. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très élevé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le ROE moyen sur la dernière décennie était de 16,9%, ce qui est déjà très élevé. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les capitaux propres, le ROE, en fait, c'est tout simplement le résultat net, donc le bénéfice en l'occurrence, divisé par les capitaux propres. Mais sachez une chose, c'est que les capitaux propres ont augmenté ces dernières années. Pourquoi? Puisque les capitaux propres sont composés du capital social, d'une part, mais aussi des réserves et du résultat net. Et les réserves vont augmenter puisque la trésorerie a augmenté et le résultat net augmente d'année en année de manière assez significative. Donc finalement, le dénominateur, qui est les capitaux propres, est plus grand, donc devrait faire baisser le ROE. Mais le résultat net a aussi, lui aussi, beaucoup augmenté. Donc c'est la conjonction de ces deux faits, le fait que le résultat net a augmenté plus rapidement que les capitaux propres, qui a fait qu'on a une rentabilité des capitaux propres très élevée. Mais en l'occurrence, cette rentabilité très élevée l'est pour de très bonnes raisons. Elle ne l'est pas parce que l'entreprise a par exemple aucune réserve ou enregistre des pertes. Donc a des capitaux propres très faibles. En l'occurrence, justement, on a une entreprise qui a une trésorerie positive, qui fait du résultat net positif et qui a une rentabilité des capitaux propres très intéressante. Donc c'est très positif. Le ratio de versement de dividendes, bon, je l'ai déjà dit, 17,02% pour 2019. Le chiffre d'affaires, 1,2 milliard en 2019. Résultat d'exploitation, 154 millions d'euros. Résultat net, je dis n'importe quoi, je suis désolé. Résultat net, pardon, 109 millions d'euros. Donc, le taux de croissance annuel du résultat net depuis 2010, il est de presque 18% par an. Donc, tout ça, c'est à peu près pareil. Le taux de croissance du dividende, du résultat net, du chiffre d'affaires, de la performance boursière, bon, c'est très élevé. Donc le bénéfice net par action aujourd'hui est de 2,92 euros, le dividende par action de 0,50 euros, donc c'est finalement 17,9% de 2,92, et la trésorerie est positive, donc globalement l'entreprise n'est pas en perte au niveau de son résultat, et en l'occurrence elle est de 60,4 millions d'euros. Donc je vais passer tout de suite à l'analyse un peu plus financière. Donc, alors déjà, tout d'abord, hein, on va regarder le cours boursier au long terme de la société. Vous voyez, ce cours boursier, depuis une dizaine d'années, il est en croissance très importante, bien qu'on puisse constater une certaine, je dirais, diminution du taux de croissance depuis quelques années. Mais globalement, le taux de croissance est très intéressant. Et c'est un peu la même courbe que pour une entreprise comme Apple, même si Apple est peut-être un peu plus performante quand même. Voilà, on a quand même une société en forte croissance, en très forte croissance. Donc c'est très intéressant. Maintenant, une chose que je vais vous montrer qui est très intéressante, graphique comparatif. On va comparer la croissance d'entreprise à 1 an, à 2 ans, à 5 ans et depuis le maximum, donc au moins 10 ans, par rapport aux gros concurrents du secteur, à savoir IBM, Atos. On avait dit quoi? On avait dit, je vous prie de m'excuser un instant. Accenture, je ne sais pas s'ils sont cotés en bourse, mais on va regarder. Accenture et Capgemini. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Sur un an, donc la courbe grise, c'est pour Reply, SPA, donc société par action. Globalement, sur un an, la performance est supérieure à ses concurrents sectoriels. Idem sur 2 ans. Idem sur 5 ans. Et alors là, la différence est encore plus frappante sur 5 ans. Et vous voyez que depuis, depuis janvier 2010, l'action a pris plus 1641%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est considérable. Tandis que
IBM, qui est une très belle société également, a fait plus 3,9%. Vous vous rendez compte? Pardon, attendez, je vérifie. 3,09%. Atos a fait plus 117%. Accenture plus 210, plus 392%. Capgemini plus 222%. Donc, et voilà. Et ici, vous avez la légende IBM en rouge. Donc, vous voyez quand même que la croissance de Reply est écrasante par rapport à la concurrence. Maintenant, en ce qui concerne, et je précise une chose, là, l'action, elle peut vous paraître chère, mais en réalité, c'est pas ça qu'il faut regarder. Mais sachez qu'il y a quelques années, euh, le conseil d'administration de l'entreprise, donc finalement, c'est les fondateurs de l'entreprise, ont décidé de diviser la valeur du nominal de l'action par 4. Donc là, théoriquement, l'action devrait valoir 4 fois plus cher déjà. À savoir 275 euros. Donc maintenant, en ce qui concerne les finances de la société, déjà, premier indicateur très intéressant. Donc on voit un chiffre d'affaires qui est en croissance année après année, même si pour 2020 et 2021, c'est prévisionnel. A priori, la tendance se poursuit. Idem pour le résultat net et le résultat d'exploitation. Et en plus, avec une tendance légèrement haussière du résultat net et du résultat d'exploitation, ce qui fait que finalement, la conjonction d'un résultat net qui augmente et d'un chiffre d'affaires qui augmente, ben, et pardon, de marge qui augmente, dope encore plus le taux de croissance du résultat net. Donc le PER, comme je vous ai dit, très élevé, hein, on est à 23,5 fois les bénéfices. Le rendement assez faible. Le cours sur actif net, donc ça c'est intéressant à le préciser. Ça peut paraître élevé, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est le cours de l'action par rapport à la valeur comptable par action. Je précise que le cours de l'action, c'est toujours la valeur de marché, décorrélée de la valeur comptable, à moins que là, ça soit 1,00 fois. Mais c'est très rarement le cas. Il faut savoir que finalement, ce ratio, c'est un ratio qui permet de savoir combien de fois l'entreprise est capitalisée par rapport à sa valeur comptable. Eh bien, sachez que pour une entreprise de ce secteur d'activité, des technologies de l'information et de la communication, 4,46 fois, c'est assez faible, c'est correct. Pourquoi? Puisque c'est une entreprise qui a une valeur, qui dispose de peu d'immobilisation corporelle, contrairement à des sociétés, par exemple des foncières, des sociétés, des foncières immobilières, ou des entreprises du secteur pétrolier qui disposent d'infrastructures absolument colossales, qui ont une valeur comptable gigantesque. Là, il y a beaucoup plus d'immobilisation incorporelle. Et ce ratio est tout à fait, correct. Ensuite, les marges, elles sont assez stables. Donc pour 2019 et 2020, même si la tendance est à la hausse, marge nette légèrement en hausse, ça c'est très bon. Le ROE, comme je vous ai dit, qui est très élevé. Bon, alors, légère baisse prévisionnelle pour 2020, mais il n'y a rien de catastrophique et vraiment rien d'alarmant. Et donc ensuite, on retrouve tous les éléments, disons, les clés des sociétés de croissance à succès. Donc un chiffre d'affaires en forte croissance, idem pour le résultat d'exploitation et également le résultat d'exploitation en incluant les dépréciations et amortissements. Enfin, en excluant, pardon, dépréciations et amortissements. Le résultat net, en toute conséquence, qui augmente également fortement. Donc, bénéfice net par action qui augmente de manière à peu près stable par rapport proportionnellement au résultat net, puisque on a un taux de distribution qui est toujours entre 16 et 17% globalement, et un dividende par action qui est aussi en très belle augmentation. Donc maintenant, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que l'entreprise, alors, vous voyez le CAPEX, ça c'est chaque année, c'est les millions d'euros qu'elle investit. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise, elle investit globalement de plus en plus dans sa croissance externe, donc dans les acquisitions d'entreprises positionnées sur les mêmes segments de marché qu'elle, ce qui lui permettra de conserver sa position de leader. Et on voit que malgré ça, sa trésorerie positive augmente. Donc pour une société qui rétribue un dividende, qui investit en croissance externe, avoir une trésorerie qui est déjà d'une part positive et qui est en forte augmentation, c'est un signe très, disons, très positif.
de la très bonne gestion financière de la société. Ensuite, quelques éléments complémentaires que j'ai analysés par moi-même, donc en épluchant les rapports financiers de la société, à savoir bilan comptable, compte de résultat et tableau des flux de trésorerie. Sachez que pour cette société, finalement, dans le compte de résultat, ce qui, ce qui impacte le plus le résultat net, finalement, ce sont les frais de personnel et de R&D, donc de recherche et développement. Alors évidemment, il y a les investissements, mais je parle pas du bilan là, je parle vraiment du compte de résultat. Hem, Frais de personnel et de R&D sont les charges les plus importantes finalement de l'entreprise, mais ça c'est logique en fait. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les principales sources de la valeur ajoutée que j'ai moi-même calculées, pour calculer un ratio que je vais vous expliquer juste après, et il s'agit en plus du secteur tertiaire. Donc également, un autre élément clé que j'ai calculé le ratio valeur frais de personnel sur valeur ajoutée et il est stable depuis plus de 10 ans, ce qui montre également une bonne gestion des coûts opérationnels de l'entreprise, d'où l'importance d'avoir une gouvernance, stable et maintenue par les fondateurs, historiques de l'entreprise, selon moi, en tout cas. Donc, cela étant dit, maintenant je vais retourner à mes slides pour vous parler un peu des perspectives d'avenir de la société. Alors donc, faut comprendre un peu le contexte. Faut savoir que le monde se digitalise de plus en plus et continuera de le faire de manière très soutenue. Et c'est pourquoi le secteur des TIC va continuer de croître de manière substantielle dans les prochaines années. En fait, le secteur est tout simplement devenu d'une importance stratégique pour la plupart des entreprises, hormis peut-être quelques exceptions, le secteur agricole ou qu'en sais-je, mais globalement, la tendance va, converge vers la digitalisation du monde et de l'intégralité des secteurs d'activité, et donc des entreprises. Donc la stratégie de l'entreprise, j'ai dit que j'en parlerai en début de vidéo, donc je vais en parler maintenant. La stratégie de l'entreprise, elle est axée sur deux points clés. Tout d'abord, le renforcement de la croissance organique, donc c'est-à-dire la croissance interne du groupe, c'est-à-dire l'investissement plus précisément en recherche et développement, la captation de personnel hautement qualifié grâce à des partenariats universitaires. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je me suis bien renseigné sur la stratégie du groupe Reply. En fait, euh, contrairement à leurs concurrents, ils ont eu l'idée ingénieuse de nouer en fait des partenariats stratégiques avec des universités, de belles universités, pour ensuite recruter directement, disons, je dirais pas la crème de la crème, mais recruter des salariés hautement qualifiés. Et qui, en plus de ça, en raison de partenariat, ont déjà plus ou moins éventuellement connu des expériences au sein du groupe, en stage ou en alternance, qu'en sais-je. Voilà. Donc ça, c'est très intelligent selon moi. Et c'est la première composante de la stratégie de l'entreprise. La seconde, eh bien, c'est tout simplement de maintenir la stratégie de déploiement, de développement, de croissance externe, donc c'est-à-dire d'acquisition, et en tirant notamment profit. Pardon, je vous prie de m'excuser. Notamment en tirant profit de la fragmentation du marché pour, pour étendre en fait l'internationalisation de l'entreprise sur les segments de marché qu'elle cible et sur lesquels elle est déjà leader, pour consolider ses fondamentaux. Ensuite, en ce qui concerne les leviers de croissance, alors j'en ai recensé trois. Bon, pour moi, il y a la mobilité et n'importe quoi, je commence à être fatigué, je suis désolé. La mobilité et la modernisation des infrastructures. Donc, quand je parle de mobilité, je parle notamment de mobilité internationale. Ensuite, il y a également le cloud computing. C'est une branche, c'est un marché sur lequel l'entreprise pourrait davantage se développer, et le big data. Enfin, alors j'ai encore une fois, j'ai intitulé cette slide perspective 2 sur 2, mais je vais également aussi beaucoup vous parler de quelque chose d'important en ce qui concerne la fiscalité. Ensuite, en ce qui concerne les perspectives, il y a aussi des menaces, comme dans tout secteur concurrentiel, qui pèsent sur la stratégie du groupe au long terme. Premièrement, il y a des risques de mauvaise synergie lors d'opérations de croissance externe. Alors en l'occurrence, ce risque est assez limité pour l'entreprise puisqu'elle réalise un grand nombre d'opérations de croissance externe, donc sur des petites entreprises, donc elle mutualise les risques de mauvaise synergie. Mais il y a un exemple un peu plus d'actualité.
j'avais qui date d'il y a à peu près, 8 ou 9 mois, c'est la fusion entre les 2 grands groupes, donc que sont Essilor et Luxottica. Ben, aujourd'hui, le groupe Essilor-Luxottica est formé, mais cela a failli ne pas aboutir et en raison de beaucoup de problèmes de gouvernance, finalement de partage de l'actionnariat, du pouvoir, d'acceptation par les salariés, par un certain nombre de facteurs. Essilor et Luxottica ont failli ne pas former un groupe uni. Et le cours boursier avait chuté à ce moment-là, donc j'en avais profité. J'ai revendu mes actions depuis. Mais voilà, il y a des exemples concrets qui existent. Et ça peut arriver. Mais ce risque est mutualisé en l'occurrence, puisque là, il s'agit plutôt d'opérations de croissance externe de petites structures et en nombre plus important. Ensuite, il y a également les risques inhérents au secteur informatique, hein, de manière générale. C'est un secteur en constante et en perpétuelle évolution. Les évolutions sont, si je peux me parler de manière un peu élégante, sempiternelles. Voilà. Il y a également les risques d'innovation de rupture et de cyberattaque. Alors, faut savoir que c'est important pour une entreprise comme Reply, puisque Reply stocke un certain nombre de données très confidentielles de ses clients sur des serveurs sécurisés. Et pour une entreprise comme Reply, être victime de cyberattaque pourrait très fortement dégrader son image de marque et l'entreprise aurait dans ce cas-là besoin, je pense, de réorienter sa stratégie vers d'autres branches d'activité ou devoir voilà, trouver d'autres orientations stratégiques. Ensuite, également, une autre chose, c'est que Reply, actuellement, c'est un acteur de second rang au sein du marché des logiciels et services IT, donc des technologies de l'information et de la communication. Mais ce marché est très fragmenté et comme je l'ai déjà évoqué, Reply est leader sur certains des segments de ce marché. Petite précision intéressante également, comme pour toutes les sociétés, Reply est soumise également au risque de change, donc c'est les risques liés aux devises, en fait au chiffre d'affaires réalisé en devises étrangères. Il faut savoir que Reply réalise une bonne partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis, donc libellé en US dollars, et à l'avenir va réaliser beaucoup de chiffre d'affaires également en Chine, enfin en Asie du Sud-Est, mais principalement en Chine, donc chiffre d'affaires qui sera réalisé en yuan. Donc il y a toujours les risques de change, donc conversion euro-dollar, euro-yuan, qui peuvent impacter finalement le développement en euros, finalement, de la croissance en euros du chiffre d'affaires et du résultat net de l'entreprise. Mais c'est valable pour toutes les entreprises mondialisées. C'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment inscrit dans les risques et que je vous le dis oralement, voilà. Ensuite, à noter, si vous voulez acheter des actions Reply, mais je pense que vous allez vous décider bientôt, suite à cette vidéo, sachez que, étant donné que c'est une entreprise qui n'est pas française, si vous achetez des actions Reply en tant que particulier, investisseur particulier français, lorsque vous allez toucher vos dividendes, vous allez d'abord être imposé, imposé selon la fiscalité des dividendes italienne, puisque c'est une entreprise italienne, et ensuite imposé à la fiscalité des dividendes françaises. Donc c'est quand même assez embêtant d'être doublement imposé. Et c'est pourquoi il existe une convention fiscale entre la France et l'Italie, tout comme il existe une convention fiscale entre la France et les États-Unis, pour les mêmes raisons, et entre la France et les différents grands pays, pour éviter d'être imposé doublement sur les dividendes touchés et sur les plus-values réalisées. Donc, lorsque vous, en tant que particulier français, donc personne physique, je ne parle pas de personne morale, c'est différent pour les entreprises, mais c'est à peu près le même principe, mais c'est différent. Mais en tant qu'investisseur particulier français, vous percevez des dividendes ou des plus-values que vous avez réalisées d'entreprises italiennes, par exemple cette action-là, Reply, en fait, étant donné qu'elles sont imposables, plus-values et dividendes sont imposables dans les deux pays, vous allez être imposé selon la fiscalité italienne, puis selon la fiscalité française, mais je vous rassure, vous allez ensuite percevoir un crédit d'impôt qui sera imposable en fait sur l'impôt français dû au titre des dividendes ou plus-values que vous aurez touchés.
Donc en fait, finalement, l'imposition française va être rétribuée sous forme de crédit d'impôt. Donc c'est assez transparent pour vous. Mais vous allez toujours quand même être imposé selon la taxation, la fiscalité italienne. Sachez que selon la convention fiscale que j'ai également analysée, que je vous mettrai tous les liens utiles dans la description de cette vidéo, je vous rassure. Sachez que la convention fiscale stipule que le taux maximum d'imposition de prélèvement à la source, en fait, du dividende italien, donc touché par un résident particulier français, il est de 15%. Donc ça reste correct. Sachez que pour un Italien qui toucherait des dividendes en Italie, le taux d'imposition des dividendes en Italie, il est de 26%. Vous, il sera de 15%. Je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez aller plus en détail et lire en détail ce qui vous intéresse dans cette convention fiscale entre la France, enfin franco-italienne. Alors, maintenant, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on fait? On achète ou pas? Alors, oui, si vous désirez réaliser une potentielle grande plus-value au long terme. Alors là, dans ce cas-là, je parle au long terme sur 10 ans. Une bonne dizaine d'années. Et je vous rappelle que c'est un secteur en forte croissance. Donc mon pronostic, c'est que la performance boursière pour les 10 prochaines années de Reply, elle sera située entre 8 et 10% par an. C'est une estimation purement personnelle, mais je pense qu'elle sera à peu près dans cette fourchette de performance annuelle. Maintenant, si vous désirez réaliser une plus-value à moyen terme, à moyen terme, c'est-à-dire sur 5 ans, je vous déconseillerais d'acheter pour un horizon de placement aussi court l'action Reply. Pourquoi? Parce que aujourd'hui le PER est très élevé, il est presque à 2 fois le PER historique. Et d'après mes calculs, certes, qui sont peut-être un peu hasardeux, et finalement, j'ai pas une boule de cristal, je suis pas Madame Irma, mais ils sont peut-être assez loin de la réalité. Selon moi, la performance boursière pour les 5 prochaines années, elle avoisinera plutôt les 4% par an. Pourquoi? Parce que je pense que d'ici les 5 prochaines années, il y aura une correction de marché qui va faire que le cours boursier va être revalorisé en fait plus justement hein, par rapport à son PER historique, par rapport à sa valorisation moyenne historique. Donc oui, ensuite, si vous achetez, donc oui, si vous désirez diversifier votre portefeuille boursier de manière assez sécurisée, donc à la fois sectoriellement, mais surtout géographiquement. Et oui, si le cours boursier subit une forte décote pour des raisons purement conjoncturelles. Donc, je vous le dis tout de suite, si c'est le cas, personnellement, je vais acheter des actions Reply. Pour l'instant, je n'achète pas, j'attends, puisque le PER est un peu trop élevé et je pense qu'une correction de marché va intervenir dans les 2 ou 3 prochaines années à venir, tout au plus. Et dans ce cas, j'achèterai. Et j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de vous dire pourquoi ne pas acheter. Donc oui, évidemment, n'achetez pas d'actions Reply si vous avez des opportunités d'investissement plus intéressantes. Mais dans le cadre d'un portefeuille correctement diversifié, je pense que cette action a sa place. Donc, en ce qui me concerne, alors je n'achèterai pas d'action Reply pour l'instant. Alors, il faudrait peut-être que je change cette croix parce que elle indique clairement ma volonté de ne pas acheter d'action Reply, mais c'est temporaire. En l'occurrence, je n'achèterai pas d'action Reply pour le moment. J'en achèterai lorsque l'action aura retrouvé des niveaux de valorisation historique, à savoir un PER historique moyen aux alentours de 13, 14 ou même à la limite 15 ou 16 grand max. Et je pense qu'une correction de marché va intervenir dans les 2-3 années à venir, ou du moins le cours boursier va stagner de telle sorte à ce que, même en raison de l'augmentation du résultat de l'entreprise, puisque le PER, je rappelle que c'est le cours sur bénéfice, le PER va donc baisser si le cours boursier stagne et que les bénéfices continuent d'augmenter de manière substantielle. Donc voilà, donc j'espère que toute cette vidéo vous a été utile et intéressante. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter cette action lorsque le PER aura un peu baissé. Il faut savoir que, voilà, comme dit le bon vieil adage boursier, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc le cours boursier ne va pas monter jusqu'au ciel. Il y aura une correction de marché qui va survenir à un moment donné ou à un autre.
Donc moi, je vous conseille d'acheter l'action Reply lorsqu'elle aura subi une forte décote ou au moins lorsqu'elle aura retrouvé, allez, on va dire à une marge de manœuvre, une marge d'erreur de 20% près, un PER, son PER historique moyen. Et donc vous savez désormais tout sur le plan stratégique, financier et sur mon avis personnel et sur ce que je vais faire concernant cette action. Donc écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je je suis désolé, j'en perds mon souffle, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des commentaires ou des questionnements à propos de ma vidéo et du contenu, à la partager si vous connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées par une diversification, géographique, en bourse et ou intéressées par le secteur des nouvelles technologies et évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et évidemment si le contenu vous plaît. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle a été assez explicite et assez, longue comme ça. Donc quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.